Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Bruno Belin, président Les Républicains du département de la Vienne. Bonjour Bruno Belin. Bonjour Jérôme. Au cours de cette demi-heure d'émission, il sera question bien sûr du budget du département qui vient d'être voté, de la polémique sur le collège de Vouneuil-sous-Biard, des fonderies du Poitou, des grands projets du département comme l'Arena bien sûr ou encore l'Historial du Poitou, de l'avenir de l'aéroport de Poitiers, du numérique et aussi de l'actualité politique du moment. Alors je vous propose de commencer tout de suite avec le vote du budget, un budget primitif 2019, vous allez voir d'un peu plus de 445 millions d'euros, qui ne prévoit aucune hausse de la fiscalité, et avec 20% consacrés à l'investissement, soit 90 millions d'euros. Jusque-là, tout est OK? C'est fondamental qu'il y ait ce niveau d'investissement, c'est ce qui fait l'avenir. C'est le budget que vous souhaitiez? C'est la règle qu'on s'est fixée en début de mandature, de dire dès 2016, il y a une feuille de route, on la tient, avec des priorités, des politiques, une volonté d'investissement, parce que c'est ce qui fait le progrès sur un territoire. Donc nous tenons la route, on va même au-delà de ce que nous avions prévu, puisque nous allons investir quasiment un demi-milliard d'euros au cours du mandat sur le territoire. Alors, à gauche, l'opposition départementale, car vous avez une opposition, elle critique des baisses de subventions, par exemple sur le budget dédié à la jeunesse. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moins 90 000 euros, je crois. Alors d'abord, il n'y a pas eu de baisse par rapport au réellement consommé, c'est-à-dire ce qu'on appelle techniquement le compte administratif de l'année 2018. Et donc on a essayé d'ailleurs de pousser la chef de file de l'opposition à nous expliquer où elle trouvait les baisses ou comment elle le ferait. Et donc on attend de voir, mais voilà, il n'y a pas de baisse significative nulle part. Au contraire, nous développons toutes nos politiques. Et donc ce budget a été voté sans hausse de fiscalité, comme on s'y est engagé depuis 2016, et avec un volume d'investissement qui progresse. Et puis nous tenons toutes nos politiques, nous allons même au-delà. Pas de baisse sur les dotations aux associations à caractère social, aux aides d'urgence et aux aides aux vacances des plus défavorisés non plus? Pas de baisse, Jérôme Villain. C'est important qu'il n'y ait pas de doute. L'opposition aujourd'hui. Il n'y ait pas de doute. Je prends l'exemple des secours d'urgence. Nous avons inscrit 300 000 euros cette année. Nous avions consommé 292 000 en 2018, 285 000 en 2017. Alors c'est vrai que nous avions inscrit plus l'année précédente, mais en fait nous inscrivons aujourd'hui où nous avons adopté un budget qui est suffisant pour répondre aux besoins. Même chose sur les aides aux vacances. Et puis si sur telle ou telle situation d'association il pouvait y avoir ou il devait y avoir revoyure, il y a des sessions, vous pouvez il y a des décisions modificatives en juin, en septembre, donc rien n'est figé en tout cas. Et voilà, le budget est conforme à ce que nous avions annoncé dans les orientations budgétaires, parce que c'est surtout ça aussi. Il y a un engagement à un moment donné, il y a une parole. Aujourd'hui, la parole donnée a été tenue. Donc aujourd'hui, vous dites que ce n'est pas un budget qui défavorise les plus démunis. Au contraire, c'est un budget qui va vers le développement des collèges. C'est un budget qui va vers l'aménagement du territoire. C'est un budget qui en fait plus pour les routes. Et là encore, nos territoires ruraux en ont besoin. Nous parlerons de la 347, nous avons parlé de la 147 si vous voulez. C'est un budget qui va permettre la fibre partout pour tous. Donc voilà, c'est un budget ambitieux qui tient toutes ses priorités. Sur l'animation et la valorisation du patrimoine, on note moins 70 000 euros. Est-ce que c'est une contrepartie du projet d'Historial du Poitou qui, on le sait, vous est particulièrement cher? Et à côté, dans les politiques d'aide aux collectivités que nous appelons actives, eh bien, il y a eu un plan patrimoine où nous avons déjà soutenu de nombreux dossiers, où nous inscrivons encore 1 million d'euros. Donc il faut voir les choses globalement et pas sortir un tiroir en disant dans ce tiroir il manque quelque chose. Non, il y a une démarche globale. D'ailleurs, les maires que nous rencontrons chaque semaine savent bien, ils savent que seul le département aujourd'hui est à leur côté et que tous les projets qui sont comme ça conduits sur les territoires peuvent se porter parce que le département les accompagne. Vous savez bien qu'il y a beaucoup de critiques par rapport à cet historial qui prendrait beaucoup d'argent sur le budget, je crois la moitié du budget tourisme. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Là encore, il faut parler avec les chiffres. Depuis le temps qu'on le prépare, c'est normal à un moment donné que ce projet sorte de terre. Le département va y contribuer à hauteur de 2,7 millions en tout. Et cette année, c'est la moitié de l'enveloppe qui est effectivement inscrite, soit 1,3 million pour un projet qui va se réaliser. Il est normal qu'il y ait aussi des projets au nord de la Vienne et qu'il puisse y avoir des projets qui mettent en valeur notre histoire. On va voir, ça ne manque pas au nord de la Vienne. Mais le fait que l'historial, alors ça parce que c'est pour les gens qui ne sont pas de la Vienne qui nous regardent, le fait que l'historial se fasse dans votre commune de Mont-sur-Gaine, est-ce que c'est le fait du prince comme le disent certains? Moi, je laisse à chacun les responsabilités de leurs propos. D'abord, ce n'est pas ma commune. C'est la commune où je vis, la commune où je suis élu. Je ne suis pas propriétaire. La profession de pharmacien. Je ne suis pas propriétaire d'un territoire et je n'emploie jamais ce vocabulaire de mon canton ou de ma commune. Bon, disons que le hasard fait bien les choses. Non. J'assume complètement la paternité d'avoir un projet. On peut avoir des idées, croire en des convictions,
avoir effectivement des envies parce qu'on veut transmettre une passion. C'était le seul endroit possible? Et parce que c'était un bon endroit. J'ai jamais dit que c'était le seul endroit possible. Ça serait bien présomptueux. Et j'ai pas cette prétention-là. Au contraire, quand on porte ce type de projet, il faut beaucoup d'humilité. C'est depuis 2012 qu'on y travaille. Mais j'ai la conviction que c'est un bon projet pour l'endroit qui va l'accueillir. Et donc je le porte avec fierté, avec détermination depuis 6 ans. Vous comprenez les critiques quand même par rapport à l'emplacement, par rapport à vous et à cet emplacement? Ou c'est vraiment pour vous superficiel? Non, jamais. D'abord, il ne faut jamais traiter les choses. Quelqu'un qui ne connaît pas la politique, qui ne connaît rien du tout, voit, bah oui, voilà, le président du conseil départemental de la Vienne fait... Je peux comprendre cette raison ou cette attitude, mais on peut aussi comprendre qu'un élu qui a envie d'apporter quelque chose sur un territoire où effectivement il est actif peut avoir la conviction qu'un projet qui existe ailleurs. C'est pas quelque chose qui tombe comme ça. Je suis allé voir comment ça marche en Vendée, comment ça fonctionne dans la Somme, pourquoi ça s'est fait ailleurs. Et on voit que effectivement ça rassemble et que ça amène plusieurs dizaines de milliers de personnes et que ça permet la valorisation du patrimoine. On transmet aussi l'apprentissage, la découverte de l'histoire et le respect du patrimoine. On ne néglige pas nos vieilles pierres. Il y a 1000 ans derrière nous. Alors, autre critique qui vous est faite, Historial du Poitou, Center Park, Futuroscope, le Nord-Vienne n'est-il pas plus favorisé que le sud du département? Il s'est fait aussi des projets dans le sud. Le circuit du Vigan a été un projet accompagné par le président Monory il y a quelques années. La vallée des Singes aussi. Il se fait des choses ailleurs. On est en train d'accompagner. En termes d'emploi, c'est pas la même chose quand même, de structure du département. Il ne faut jamais opposer les territoires comme ça, Jérôme Villain. Non, mais il n'y a pas le nord contre le sud. On peut imaginer quand même qu'il y a quand même plus de choses en ce moment au nord du département qu'au sud. C'est ce que disent beaucoup d'élus du sud. Hein. Ils nous le disent souvent. Je rencontre tous les élus et ceux du Sud régulièrement. Et s'il y a des projets, nous les accompagnerons comme nous accompagnons d'autres projets. Aujourd'hui, on se bat pour que le collège de Charroux ait un avenir. Aujourd'hui, on se bat et on s'est battu pour que le collège de l'île Jourdain ait un avenir. Donc il n'y a pas de territoire à l'oubli, il n'y a pas de territoire délaissé. Partout où il y aura des projets, le conseil départemental sera aux côtés. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les valises du conseil départemental de la Vienne, il y a un projet à venir? Non, pas tout de suite, hein, mais dans le sud de Vienne. Sur l'île Jourdain, les élus ont porté un projet justement en matière de tourisme et donc on les accompagne dans cette réflexion. Jean-Pierre Melon est un maire qui se bat sur ce territoire avec lequel on travaille régulièrement. Jean-Olivier Geoffroy est un maire qui porte le civrésien à bout de cœur et avec conviction. Donc voilà, je ne crois pas qu'il y ait de territoire délaissé. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour opposer les territoires. Il n'y a pas la ville contre la campagne, il n'y a pas le nord contre le sud. Il y a la Vienne et la Vienne doit exister dans sa globalité. Alors, le département a un rôle, on le sait, d'aménageur du territoire. Et en cela, il favorise l'installation de la DSL et bien sûr de la fibre. Or, il se trouve que la Vienne se classe au 72e rang en France sur 101 départements sur ces installations numériques au débit, très haut débit. Seuls 40% par exemple des habitations de la Vienne ont accès au très haut débit. Pourquoi un tel retard, surtout dans le département du Futuroscope? C'est un scandale. Pourquoi les territoires ruraux ont été oubliés par les opérateurs? Pourquoi la loi n'a pas forcé justement les opérateurs à aller là où c'est difficile? Parce que la loi, rappelons-le en 2013, dit vous allez sur les collectivités de plus de 3500 habitants et on néglige complètement le tissu rural qui effectivement est la spécificité. Ce qui était moins flagrant dans les Deux-Sèvres. On a vu le classement, les Deux-Sèvres sont beaucoup mieux classés que la Vienne. Et tant mieux, on n'est pas en concurrence. Donc il fallait absolument faire quelque chose, c'est pour ça que nous avons voté ce schéma d'aménagement numérique à la fin de la mandature de Claude Berthaud. C'est pour ça que Séverine Saint-Pé le porte avec énergie et conviction depuis 4 ans, parce qu'il est indispensable d'avoir effectivement la fibre partout, comme nous nous y engageons d'ici 2025. C'est indispensable pour des questions d'économie, d'éducation, de tourisme, de santé. Et donc, c'est un vrai scandale que les opérateurs aient joué la facilité en ignorant justement l'habitat rural. Et donc, aujourd'hui, les choses, il y a eu 3 étapes fortes. La première, ça a été les montées en débit que porte le département pour assurer un minimum syndical partout sur le territoire. Le deuxième étage, c'est le marché global de performance que nous menons avec Poitou Numérique. Et ça, justement, avec les Deux-Sèvres, nous travaillons sur ce développement-là qui fait que toutes les communes de plus de 3500 habitants dans leur globalité vont être couvertes. Et puis, à partir de là, cette ramification avec un opérateur, nous allons faire en sorte qu'en 2025, tout le monde... 6 ans pour faire tout ça? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'ingénierie à faire, il y a beaucoup de génie civil à faire. 6 ans, ça a l'air très peu, pardon, mais enfin, parce que vu le retard qu'on a accumulé, 6 ans pour couvrir toute la Vienne... Mais moi, effectivement, je trouve ça scandaleux que, là encore, il y ait en France, effectivement, des territoires... Vous avez vous-même une responsabilité par rapport à ce retard? Pardon ? Est-ce que vous avez une responsabilité par rapport à ce retard?
on est toujours responsable de ce qui se passe sur un territoire, mais notre responsabilité, elle était de dire dès 2015, nous allons être proactifs et nous allons être déterminés sur cette politique-là. En 2015, j'ai dit, c'est la priorité des priorités. Et aujourd'hui, on voit bien, d'ailleurs, que les choses commencent à prendre et que sur le terrain, on comprend la politique que fait le conseil départemental. Mais personne n'a jamais écrit dans l'Évangile que c'était au département d'avoir ça à charge ou en responsabilité. Nous l'avons pris en charge et en responsabilité dans la Vienne parce que ce n'était pas fait par les opérateurs. Et que pour les opérateurs, c'était plus facile de faire de l'abonnement là où c'est effectivement plus accessible, de gagner de l'argent sur le terrain et d'ignorer là où c'est plus compliqué. C'est le département qui a pris justement un rebondi pour aller partout où il faut aller et ignorer personne. À la fin de l'année débuteront logiquement les travaux de l'Arena, la salle de spectacle que beaucoup attendent dans la Vienne depuis bien longtemps. Est-ce que les coûts et est-ce que le calendrier seront tenus ? Ça va dépendre effectivement là, de la discussion qu'on a. On est dans une période de dialogue compétitif avec les deux candidats qui ont fait part de leur intérêt sur ce projet très consensuel. Et donc je vous répondrai le 26 août quand nous ouvrirons les enveloppes. Je ne sais pas évidemment le contenu. Et donc là, malheureusement, je ne peux pas en parler, bien que ce soit un projet sur lequel nous sommes très attendus, et pour le sport et pour la culture. Il fallait cette grande salle autour de Poitiers. Et c'est une vraie chance aussi, là, pour Poitiers, pour le Futuroscope, avec un plan de développement du Futuroscope qui va rebondir grâce à cette construction de l'Arena. Voilà. Donc, si je vous en parle, c'est parce que sur le site même du conseil départemental de la Vienne, il est noté que les premiers coups de pioche auront lieu j'ai donné fin comme de l'année. consigne, j'ai donné comme instruction un permis de construire avant la fin de l'année, tout à fait. Et donc je continue à dire au service, travailler pour que ce permis de construire soit sorti avant la fin de l'année. Nous allons donc délibérer le 26 août pour le choix du candidat. Et je pense que dans les 3 mois qui suivront, le permis de construire sera accordé. C'est l'intérêt de Grand Poitiers. Sur la note, aucune surprise à venir. Ça, je vous répondrai le 26 août au soir. Les contribuables de la Vienne ont envie de savoir, vous imaginez bien. Oui, mais les contribuables de la Vienne ont effectivement tout à fait raison de voir comment l'argent public est dépensé sur un équipement emblématique qui est là pour durer 30 ou 40 ans, sur lequel le département a dit ça sera une trentaine de millions d'euros. C'est le prix de 2 collèges, c'est le prix d'un pavillon du Futuroscope, sur lequel le département s'engage à 50%. Voilà, il y a une parfaite transparence. Qu'est-ce qui est important pour le contribuable de la Vienne? C'est de voir que cette année, les impôts n'augmentent pas, comme l'année prochaine, nous nous sommes déjà engagés à ne pas augmenter les impôts en 2020. C'est ça qui est important, c'est que tous les investissements que nous faisons, 100 millions d'euros sur le Futuroscope, 30 millions d'euros ou 35 millions peut-être sur l'Arena, 30 ou 40 millions sur les collèges. Tout ça emmène de l'emploi sur les territoires. C'est ça qui est important. Un mot sur l'aéroport de Poitiers qui, comme nos confrères de la Nouvelle République l'ont dit cette semaine, joue son avenir cette année. Maintenant que le retrait de la Chambre de commerce est acté, le département et Grand Poitiers ont à eux deux les moyens de garder cet aéroport. Je sais que tout le monde a envie de garder cet aéroport, mais est-ce qu'on en a les moyens? C'est la vraie question qui se pose aujourd'hui. Je ne sais pas si tout le monde a envie. J'espère que... J'attends d'attendre tous les responsables dire... Si on en a les moyens, tout le monde en aura envie. Mais est-ce qu'on en a les moyens? La bonne question, c'est est-ce que c'est utile? Un responsable politique, Jérôme Villain, c'est ça. C'est est-ce que c'est utile? Si c'est utile, on s'en donne les moyens. C'est en tout cas le raisonnement et la position que je défends surtout. Et est-ce que c'est utile à 1h15 de Paris en TGV? Mais l'aéroport de Poitiers n'est pas utile pour aller à Paris. L'aéroport de Poitiers est utile sur les lignes britanniques, est utile pour aller vers Lyon sur une ligne économique. L'aéroport de Poitiers n'a aucune ligne vers Orly ni Roissy. Sur Lyon, c'est vraiment du voyage d'affaires, on est d'accord. Mais attendez, c'est ce qui fait le développement économique de nos entreprises. J'entends bien, mais souvent, quand vous dites tous les matins. Est-ce que c'est utile? Beaucoup de nos téléspectateurs aimeraient bien, par exemple, se dire tiens, pourquoi pas aller à Lyon en avion depuis Poitiers? Mais si je regarde, par exemple, imaginons qu'on prenne l'avion demain, 1er avril, pour Poitiers-Lyon, à retour samedi, aller-retour 230 € par personne. Londres, 52 €. Oui, mais si ça répond à un service pour les chefs d'entreprise qui, dans la journée, font l'aller-retour, peuvent aller une fois à Lyon, soit à Milan, soit à Munich, c'est ça la réalité, soit à Amsterdam, c'est ça la réalité. Moi, j'ai déjà pris le matin pour voir justement comment ça fonctionnait. D'abord, c'est plein. On est passé d'un ATR 42, donc 42 places, à un ATR 72 places, et c'est parfois même un Bretzer 105, c'est-à-dire il y a 100 personnes dedans. 2 fois le matin, 2 fois le soir. Là encore, c'est utile. Donc, est-ce que c'est utile pour l'économie locale? C'est aujourd'hui démontré, puisque ce sont des chefs d'entreprise. Avec des chiffres, vous avez fait des études, j'imagine, par rapport à ça? Bien sûr, l'étude qui a été faite montre justement la consommation apportée, et s'il fallait retenir qu'un chiffre,
Ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, l'aéroport de Poitiers, c'est 100 emplois. Ben, c'est la seule chose qui me préoccupe aujourd'hui. 100 emplois. Et si vous vouliez un deuxième chiffre, c'est 70 à 80 greffes. On peut être tous concernés demain matin. Une greffe de rein, ça se fait au CHU de Poitiers. Et vous avez 4 heures pour que le greffon soit transporté ou pour que la personne qui en ait besoin puisse être greffée. Sauf qu'une fois encore, au niveau financier, le fait que vous ne soyez plus 3 partenaires, mais plus que 2 aujourd'hui, pour pouvoir financer cet aéroport, comment on fait? Si c'est utile, ce que je suis convaincu, nous devons nous donner les moyens d'avoir les politiques là-dessus, vous êtes d'accord avec Alain Claes, le président du Grand Poitiers? Nous sommes entièrement d'accord et je pense qu'il vous dirait la même chose si vous lui posiez la question. Et concernant la région? La région va contribuer à hauteur de 160 000 € dans le budget de l'aéroport, donc un peu plus de à peu près 8%. La région ne souhaite pas rentrer au capital parce que, effectivement... Alors, vous, c'est le dit, hein, oui. Lui, il dit, voilà, bon, à 1h15 de Paris en TGV, est-ce que ça vaut la peine de mettre de l'argent dans l'aéroport de Poitiers? Alain devrait venir faire un tour à l'aéroport de Poitiers. Il verrait que nous n'avons pas vocation à desservir Orly ou Roissy, puisque là, effectivement, la LGV est bien plus utile. Mais quand on fait un salon du voyage à l'aéroport de Poitiers au mois de janvier, il y a plus de 4000 personnes qui y sont. Les agents sont toutes travaillées avant aussi leur avion. Et sur la ligne londonienne, est-ce que le Brexit vous donne des frissons? Le Brexit pose des questions. D'abord, moi je le regrette parce que je suis un pro-européen, vous le savez. Les Britanniques qui habitent dans le Poitou sont inquiets et peut-être qu'il nous imposera des responsabilités supplémentaires parce que les règles vont changer. J'espère que ça ne changera pas les habitudes, en tout cas que nos amis britanniques continueront à vivre et à bien vivre dans le Poitou. Allez, je vous propose de parler à présent du dossier des collèges. Le 35e établissement de la Vienne verra le jour l'an prochain à Vouneuil-sous-Biard. Une présentation en a été faite la semaine dernière. On en parle juste après ce reportage diffusé sur notre antenne. Voici le visage du futur collège, présentation d'un projet ambitieux, un bâtiment au bilan énergétique neutre, conçu pour 750 élèves. Objectif, répondre à la surpopulation des classes de Poitiers et offrir une alternative pendant les travaux simultanés de plusieurs collèges, dont Henri IV. On est venu parce que c'est elle la première concernée qui va faire sa rentrée d'abord à Henri IV et puis qui viendra ensuite ici, donc pour savoir un petit peu voir l'implantation, le projet, l'architecture. J'adore la végétation et puis cette histoire de déchets et d'économisation d'eau, j'adore ça. T'as paru écolo. Voilà. Un collège bâti sur un terrain agricole choisi parmi les 7 pistes envisagées. L'opposition dénonce une décision prise en toute hâte. Ce qui a été dit ce soir, c'est que c'est fait à marche forcée. Ça va très vite et donc ça pose tout un tas de problèmes. On voit des problèmes très concrets pour Vouneuil en termes de voirie et puis en termes de délai de construction. En à peine 10 mois, il va falloir monter un collège. L'essentiel, c'est d'avoir un timing relativement précis. J'allais dire, une surface commerciale, elle se construit pour une date très précise. Un collège, on peut le réaliser de la même façon. Pas le droit à l'erreur, tout doit être prêt pour le 1er septembre 2021, au risque de perturber la rentrée de plusieurs centaines d'élèves. La pose de la première pierre est prévue en janvier 2020. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Bruno Belin, président Les Républicains du conseil départemental de la Vienne. Comparer la construction d'un collège avec celle d'un supermarché, c'est pertinent? Henri Collin, qui connaît très bien le dossier, qui connaît très bien le sujet des collèges, parlait d'impératif d'agenda. Un collège, il y a forcément un impératif d'agenda, puisque à un moment donné, il y aura de la part du rectorat un choix de division et donc de nombre de postes, et puis la responsabilité, évidemment, d'être opérationnel le jour de la rentrée. Donc oui, il y a un timing, oui, c'est à marche forcée. Parce que nous faisons là, sous cette mandature, ce qu'on en parle depuis des années, c'est-à-dire comment on traite la question d'Henri IV, du collège Henri IV de Poitiers. Nous avons refait une sectorisation. Nous allons la refaire fin 21 quand Vouneuil-sous-Biard sera opérationnel. Nous la referons en 2024 quand Henri IV aura été rénové. Tout ça est capital pour l'avenir de Poitiers, de Grand Poitiers. Donc, bien sûr que nous tenons le calendrier que nous nous imposons. Alors, le département a fait la promotion de ce collège comme étant un bâtiment, on voit les images, ultra performant en termes environnementaux, sauf que le soir même de cette présentation, que vous vouliez baptiser René Monory, sa fille, Michèle Monory, a déclaré qu'il n'était pas question que le bâtiment porte le nom de son père, justement parce qu'il n'était pas assez innovant et que lui-même ne l'aurait pas validé. Alors, nombreux ont vu là, à votre endroit, un camouflet. Très franchement, comment vous avez pris cette décision-là?
Ça me semblait tellement évident pour moi. J'ai eu la chance de travailler avec le président Monory pendant 9 ans. Et la dimension du personnage, son engagement, tout ce qu'il a fait pour la Vienne, ça me semblait évident parce que donner un nom de quelqu'un à un collège, ça veut dire pendant plusieurs générations, des centaines de collégiens s'interrogent sur qui il était et ce qu'il a apporté, à la fois comme élu local ou comme élu national. Donc très déçu. Très triste, personnellement, mais le ressenti personnel n'a pas à être partagé, bien évidemment. Donc je laisse à Mme Monory, évidemment, expliquer pourquoi. En tout cas, il n'y a pas également qu'il y a eu un manque de concertation. En tout cas, on a bien vu la qualité du bâtiment, ça a été présenté. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de polémique, parce qu'il n'y aura jamais de ma part de polémique avec quelqu'un qui porte le nom de Monory. Il y aura une consultation populaire pour trouver le nom de ce collège ou c'est vous qui décidez? Il y aura une consultation et l'Assemblée départementale décidera. René Monory qui a été la cible de Sandrine Martin, la chef de file de l'opposition socialiste au début du mois, dans un tweet, elle y expliquait que son bilan au ministère de l'Éducation, c'était finalement la mort de Malik Oussekine en 86, en marge des manifestations anti-Devaquet à Paris, ce qui a provoqué un tollé de la part de la majorité départementale. Alors au-delà de la polémique... Et de ses amis politiques. Et de ses amis politiques. Au-delà de la polémique, est-ce qu'il est possible aujourd'hui dans la Vienne de critiquer René Monory? Alors, bien sûr que toute personne de l'histoire peut être à tout moment... évaluer. Je ne suis pas objectif. Je ne serai jamais objectif concernant le président Monory. Je sais ce qu'il a apporté. J'ai eu la chance de le côtoyer au quotidien. Je sais sa dimension humaine. Je sais comment il considérait les gens, aussi bien dans le Loup du Nec, ici dans la Vienne, ou à Paris, quand il avait la chance d'accueillir les plus grands de ce monde. Donc, n'attendez pas de moi une position objective sur le président Monory. Elle ne l'est pas. Elle ne le sera jamais. C'est un personnage hors norme. En tout cas... je sais que sur les faits qui ont été rappelés maladroitement par Sandrine Martin sur ce qui a pu se passer de façon tragique en décembre 86, M. Monory n'était pas ministre de l'Intérieur. Et en tout cas, sur ce qu'il a pu apporter à l'éducation nationale, dans la Vienne, c'était le premier plan informatique dans les écoles. Ça a été la position de l'université de Poitiers qui, à un moment donné, aurait pu être complètement... dépassé par celle de La Rochelle. Ça a été toutes les implantations comme les EN ou le CNED qui sont au Futuroscope. Donc voilà, c'est ça, entre autres, M. Monory. Quelques mots, si vous le voulez bien, sur le dossier des fonderies du Poitou, dont l'avenir se décide en ce moment même. Vous avez dit vouloir soutenir la pérennité des fonderies. Alors, première question, quel genre de soutien? Et deuxième question, est-ce que le département, avec la loi NOTRe, est compétent en la matière? Vous avez raison de dire qu'une fois de plus, on voit que de phagocyter une envie politique, c'est une mauvaise chose. Et la loi NOTRe est catastrophique sur tous les bancs. On le sait aujourd'hui. En tout cas... ça permet de clarifier un peu les compétences aussi. Oui, mais c'est pas ce qu'attendent les gens. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un venir m'interroger dans une permanence en disant « Soyez plus clair sur les compétences du département ». Le département, ici, a fait du développement économique pendant 40 ans. C'est ce qui fait que la Vienne a une place toute particulière et atypique dans la vie des départements de France. Quel genre de soutien, j'ai dit au mandataire judiciaire qui était présent lors de la venue de la secrétaire d'État que j'ai trouvé excellente dans son déplacement et dans cette réunion. J'ai dit au mandataire judiciaire qu'on était à sa disposition. J'ai été le premier à soulever la question de l'amiante en demandant que l'ARS soit évidemment saisie de cette question importante, humainement importante, dramatiquement importante. Si nous pouvons accompagner sur le plan humain sur tous les sujets, nous le ferons. Et je suis content de voir que cette semaine, avec le déplacement vendredi ou jeudi des équipes de Renault, les choses ont l'air de bouger. Je crois que tout le monde s'est mobilisé. Renault qui a fait un effort sur la prime supralégale le vendredi matin. Tout le monde s'est mobilisé. Jean-Pierre Ablin comme président de Grand Châtellerault, le député, l'ensemble des conseillers départementaux, tout le monde... Tout le monde ou presque. Le fait que Bruno Le Maire ne se soit pas rendu aux fonderies, c'est choquant pour vous? Le ministre de l'économie. J'ai pas à juger, j'ai pas apporté un commentaire sur telle ou telle position. L'État a fait déplacer une secrétaire d'État de grande qualité qui connaissait bien le dossier, qui connaît bien la vie industrielle. C'est important d'avoir les réponses qu'il faut. Bien sûr que toujours sensible à un déplacement d'un ministre de l'économie et des finances qui, en France, a une place évidemment sacrée. Mais l'essentiel, c'est le résultat. L'essentiel, c'est le résultat pour l'emploi. Moi, je fais un pari qu'on garde plus de 500 emplois sur le site. C'est capital. Ce qui est capital, c'est la mobilisation de tous pour l'emploi. Il n'y a que ça qui compte, Jérôme Bien. Il n'y a que ça qui compte, l'emploi. Le Canard enchaîné a révélé la semaine dernière que l'idée du conseiller territorial refaisait surface au gouvernement. Un conseiller qui sera à la fois donc, départemental et régional. Dominique Bussereau, le président de l'Association des départements de France, parle de mesures gaguesques et ubuesques. Et vous? C'est une idée saugrenue. Idée défendue par le député Sacha Houlié de la Vienne.
Et Sacha est quelqu'un de très intelligent et quand il connaîtra bien les mandats locaux, il comprendra qu'il n'y aura jamais trop d'élus parce qu'il n'y a jamais trop de démocratie. Et si on veut bien s'occuper d'un territoire, il faut 38 conseillers départementaux dans la Vienne. Il faut des conseillers régionaux, il faut des conseillers départementaux. Chacun, dans sa mission, dans son rôle, dans ses compétences, est utile. Il n'y a pas trop d'élus. Ça, c'est un non-sens parce qu'on tape sur la démocratie. Il ne faut pas oublier que l'ensemble des 4000 conseillers départementaux... C'est pas un problème démocratique? Là encore, est-ce que trop d'élus sont utiles? C'est pas néfaste. Au contraire, moi je suis convaincu que les maires, voilà, on nous dit toujours il y a 35 800 maires en France, c'est trop, etc. Mais qui s'occuperait de l'espace si on n'avait pas tous ces maires? Qui s'occuperait de la solidarité et de la dimension humaine s'il n'y avait pas les conseillers départementaux? Est-ce qu'il faut dans cette grande région de Nouvelle-Aquitaine que tout soit à Bordeaux et que tout le pouvoir de décision soit centré? Je ne crois pas que c'est ce que les gens veulent actuellement. Et la proximité, elle est assurée par les conseillers départementaux, donc ils sont utiles. Il nous reste 20 secondes, Bruno Belin. Dernier mot, allez-vous rester aux Républicains ou souhaitez-vous quitter ce parti, vous qui vous définissiez, vous l'avez dit, comme un héritier de René Monory, qui est quand même plutôt centre-droit? Écoutez, moi je suis concentré, je ne me pose pas cette question tous les matins, je suis concentré sur ma mission de conduire le département dans ses politiques jusqu'à leur déroulement. Voilà, vous vous sentez bien républicain? Je ne suis pas mal à l'aise avec qui que ce soit et je côtoie et je travaille avec tout le monde. Moi, je veux être fédérateur. Laurent Wauquiez est un bon chef de parti. Il a été élu. Je veux être fédérateur et je respecte tous ceux qui sont élus, quelle que soit leur responsabilité. C'est la fin de cette émission. Merci Bruno Belin d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. Rendez-vous sur notre page internet ou sur notre site Facebook France 3 Poitou-Charentes. La semaine prochaine, il sera question d'écologie et de région et d'Europe avec Françoise Coutan, conseillère régionale Europe Écologie Les Verts, pour leur place au journal régional de la mi-journée. Excellent dimanche, à la semaine prochaine.